Aujourd'hui, c'est le premier JT du Coin de l'année 2022 que je vais vous présenter. Pour commencer, vous le savez, on a eu un début d'année assez morose avec le Bitcoin qui reste en dessous des 50 000, à peu près au même niveau que la mi-décembre. Mais d'après Messari, il faut le savoir, l'année 2022 devrait quand même être très sympathique pour les investisseurs crypto, ou en tout cas c'est ce qui est indiqué dans leur rapport le plus récent. Ça n'est pas une information comme j'ai l'habitude d'en parler parce que ça n'est pas un événement politique, législatif ou technologique, mais je vous conseille quand même vivement d'aller lire l'article à ce sujet disponible sur notre site. Vous y trouverez une analyse complète de l'état actuel du marché ainsi que des tendances futures que l'on voit poindre à l'horizon, et c'est bien évidemment en français sur notre site contrairement au rapport de Messari qui est en anglais. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien vers cet article dans la description de la vidéo ou à cliquer immédiatement sur celui qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Ensuite, un autre sujet du début d'année qui est susceptible de vous intéresser mais qui demande de lire un petit peu, c'est l'arrivée du rapport d'information rédigé par le député Eric Woerth, qui récapitule un peu les recommandations faites auprès du corps législatif pour faire de la France un pays attractif envers les investisseurs crypto. Un état des lieux législatif en quelque sorte qui vous permettra de voir ce que certains politiciens pensent à propos des crypto-monnaies. Rien n'a changé puisque ce n'est qu'un rapport et pas une nouvelle loi, mais ça reste intéressant. En matière de régulation, par contre, si quelque chose a changé, c'est visiblement en Corée du Sud, qui était déjà un endroit où les flux financiers sont très fortement contrôlés. En fait, ils sont contrôlés à un tel point que le Bitcoin a généralement un prix plus élevé en Corée du Sud, ça s'appelle le Kimchi Premium, autrement dit la prime de kimchi, un supplément que les Coréens doivent payer pour acheter la même chose que nous. Mais jusqu'à maintenant, les régulateurs sud-coréens avaient surtout fait des misères aux plateformes d'échange et aux banques qui ne pouvaient pas accepter d'argent provenant de l'étranger, etc. Maintenant, c'est au tour des portefeuilles crypto personnels d'être ciblés par les régulateurs locaux, ou en tout cas c'est ce qui a l'air de se passer puisque la plateforme CoinOne a récemment déclaré qu'elle refuserait de traiter des transferts de crypto-monnaies en direction de tout portefeuille qui ne serait pas doté d'une vérification d'identité intégrée. C'est-à-dire que les utilisateurs de CoinOne ne pourront plus retirer leurs cryptos sur MetaMask, Ledger, etc. Ils ne pourront que les déplacer vers d'autres plateformes d'échange crypto en Corée du Sud. Cependant, je ne pense pas qu'on verra la même chose arriver en France, ou en tout cas, je ne pense pas qu'on verrait ce genre de règlement appliqué avec succès. La Corée du Sud a toujours eu une infrastructure financière très fortement contrôlée, et ça n'aurait probablement pas été possible autrement. Si les utilisateurs sud-coréens avaient la possibilité de facilement utiliser des plateformes étrangères et d'y virer des fonds, ils n'auraient pas eu de problème. Mais c'est plus ou moins depuis le début que tous les virements des Coréens sont bloqués quand ils vont vers des plateformes d'échange étrangères. En France, la situation n'est pas comparable, et il faut quand même rappeler que nous faisons partie de l'Europe, contrairement à la Corée du Sud qui est un poil plus isolationniste. Donc pour résumer, ça craint pour les Coréens, mais à mon avis, c'est vraiment pas la peine de paniquer tout de suite si vous êtes français. Ensuite, on a eu pas mal d'événements en lien avec les NFT cette semaine. Vous me direz, on a plein d'événements en lien avec les NFT toutes les semaines, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Le 27 décembre, Ferrari, le fameux fabricant de jeux d'échecs et de chaussures, a annoncé un partenariat avec une start-up suisse appelée Velas Network qui a pour objectif de créer des NFT ainsi que du contenu numérique exclusif pour les fans de Ferrari. Et ce contenu exclusif Ferrari, vous pourrez certainement le regarder sur votre télévision Samsung. La fameuse société coréenne a annoncé courant décembre que dès 2022, sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents intégrera nativement une plateforme de NFT. Les télévisions pourront ainsi directement permettre le visionnage de vos NFT pour le cas où vous auriez vraiment envie d'avoir un énorme singe qui prend la moitié du mur de votre salon. En parlant de singe d'ailleurs, le 30 décembre, ce n'est nul autre que le célèbre rappeur Eminem qui a acheté un NFT de la série Bored Ape Yacht Club pour la modique somme de 462 000 $ en Ether au moment de l'achat. Eminem ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais il a tout de même changé sa photo de profil Twitter. Et ce ne sont pas que les singes qui intéressent le public, puisque les Homo sapiens sont aussi en vogue avec la collection CryptoPunks, qui fera probablement partie d'un système de prêt sur Kraken, la célèbre plateforme d'échange états-unienne. Oui, bientôt, en 2022, vous pourrez faire un prêt et déposer un NFT CryptoPunks en garantie. Pourquoi seulement les CryptoPunks ? Probablement parce qu'il s'agit d'une des seules séries NFT à la fois assez âgée et célèbre pour qu'il soit possible d'évaluer plus ou moins le prix d'un CryptoPunk. En tout cas, ça ne représente certainement que la première étape pour Kraken qui proposera probablement à l'avenir d'utiliser un plus grand nombre de NFT comme garantie de prêt. Qui sait, peut-être qu'un jour vous pourrez acheter une maison avec des fonds empruntés en mettant un NFT de Pascal Boyard en garantie. De l'autre côté de la planète, en Chine, le 27 décembre, le vice-président exécutif d'Alibaba a publié un message sur Twitter qui dit « J'aime la crypto ». Alors oui, vous me direz, avant-hier j'ai mangé une pomme et on n'en fait pas tout un fromage. Je suis un mangeur de pommes. Mais ici, la différence c'est que Joe Tsai est milliardaire et qu'il se trouve dans un pays au gouvernement très anti-crypto qui envoie régulièrement ses propres citoyens dans des camps de rééducation, voire même directement dans des petits camions sans fenêtre utilisés pour les exécuter proprement et rapidement.
Étant donné que son collègue Jack Ma avait disparu pendant plusieurs mois l'année dernière après avoir critiqué le gouvernement, je me disais que Monsieur Tsai aurait préféré se faire tout petit, mais apparemment ça n'est pas le cas. Espérons pour lui que la réaction du gouvernement chinois ne sera pas trop violente dans un contexte où ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire de la place au fameux yuan électronique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Joe Tsai n'est pas le seul à aimer la crypto. Le 29 décembre, MicroStrategy a acheté 1914 BTC pour 94 millions de dollars, ce qui augmente son total à 124 391 bitcoins. Michael Saylor continue donc d'appliquer sa stratégie qui consiste à acheter régulièrement de grandes quantités de bitcoin. Peut-être que ça ne vous fait ni chaud ni froid, mais dites-vous que ça peut être un indicateur intéressant. Quand MicroStrategy arrêtera d'acheter et commencera à vendre en masse, c'est que la tendance haussière sera peut-être arrivée à sa fin. L'hiver arrive, comme ils disent à Westeros. Acheter et vendre des bitcoins, cela dit, ça n'est pas réservé aux milliardaires. Le 28 décembre, la société Santo Blockchain a annoncé avoir acheté 50 distributeurs automatiques de bitcoin destinés au Panama. Le pays, connu pour son canal et ses papiers, aura désormais pas moins de 73 distributeurs de bitcoin accessibles aux particuliers qui leur permet d'acheter du bitcoin avec de l'argent liquide. En parallèle de tout ça, le bitcoin était en pleine forme récemment puisque son taux de hachage a battu des records jusqu'à atteindre un pic à 207,5 exahash par seconde le 1er janvier 2022. Une remontée assez incroyable après le crash qui a suivi le mois de mai 2021 au cours duquel la Chine avait expulsé les mineurs de bitcoin qui profitaient de l'énergie pas chère dans le Sichuan. Au final, il aura juste fallu un peu plus de 6 mois pour que le bitcoin retrouve sa forme d'antan. Et bien sûr, Bitcoin n'est pas le seul à être en pleine forme en ce début d'année 2022. Le numéro 2, Ethereum, se rapproche de plus en plus de sa version 2.0 et de la procédure de fusion entre l'ancien et le nouveau réseau qui devra avoir lieu. Et comme cette date s'approche, un nombre croissant de validateurs déposent leurs actifs dans le contrat intelligent de dépôt pour Ethereum 2.0 qui a dépassé la barre des 8,8 millions d'Ethers déposés, comme Glassnode nous l'a signalé le 2 janvier sur Twitter. Les modalités de la fusion entre Ethereum 1.0 et 2.0 restent encore un peu floues, mais ça n'empêche visiblement pas les validateurs de faire confiance à Vitalik et son équipe pour que le résultat soit époustouflant. Enfin, la dernière info du jour, ça sera celle d'un piratage qui n'a pas été complètement évité mais qui aurait pu être bien pire. Cette fois-ci, c'est au tour du réseau Polygon de s'être presque fait marabouter 90% de la quantité de jetons existants avec une faille qui avait déjà été découverte par un pirate. Le pirate en question a réussi à piquer un peu plus de 800 000 jetons Matic, soit environ 2 millions de dollars. Heureusement pour l'équipe Polygon, 2 pirates à chapeau blanc que les Anglais appellent White Hat Hackers, c'est-à-dire les gentils pirates, ont signalé à l'équipe Polygon qu'il y avait un problème et qu'ils savaient comment le réparer. Ni vu ni connu, le réseau Polygon a été mis à jour en urgence et au début, l'équipe a fait comme si de rien n'était. Mais à la fin du mois, le 29 décembre, ils ont fini par avouer l'existence de ce piratage qui aurait pu être catastrophique et ils ont balancé toute l'histoire dans un petit message sur leur blog. Donc la prochaine fois que vous voyez une mise à jour inopinée chez Polygon, il faudra peut-être se poser des questions. Et l'année 2022 ne semble pas beaucoup mieux commencer pour Polygon puisqu'apparemment un nouveau jeu basé sur leur blockchain a récemment complètement surchargé le réseau au point de faire monter le prix du gaz à plus de 500 gwei, un nombre qui se rapproche énormément des précédents records atteints par Ethereum pendant la folie des sushis en 2020. Plusieurs utilisateurs s'en sont plaints sur Reddit, c'est donc peut-être l'heure de passer à des systèmes de 3ème couche pour désengorger les systèmes de 2ème couche qui sont là pour désengorger les systèmes de 1ère couche. Ou pas. En tout cas, c'était la dernière info pour ce soir, donc il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.